Le 24 mars 1985 voit la création du RDPC. En réalité, donc, la transformation de l'Union nationale camerounaise en rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous me demandez pourquoi? Eh bien, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, a occupé l'espace politique en tant que parti unique pendant de longues années. Et dans l'histoire politique de régime, on a toujours besoin de marquer le changement, de marquer quelque chose qui s'appelle un nouveau départ. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'est appelé le renouveau. Le président Biya, qui avait déjà, en 1983, au congrès extraordinaire de septembre 1983, annoncé la couleur en matière de démocratie. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Lors de ce congrès, il a dit, il y a une formule qui était forte, qui a été longuement applaudie. Il nous faut un parti véritablement démocratique. Là, il parlait du parti. Les gens ont applaudi à tout rompre. Pourquoi? Parce que l'image de l'UNC était l'image d'un bloc monolithique où, effectivement, il n'y avait pas un fonctionnement démocratique dans la prise de décision. Je crois que ça explique aussi un peu le désir donc de marquer la nouveauté. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rien que le concept de renouveau a été mis en avant. Donc on peut, pour revenir à la question, pourquoi l'UNC devient RDPC? L'UNC devient RDPC parce que justement, rassemblement démocratique, parce que démocratie, parce que évolution vers la démocratie était inscrite dans cette opération de changement de nom. C'est déjà très important et j'ai déjà eu l'occasion de dire, quand on met beaucoup l'accent sur le discours de la Bolle de Mitterrand, qui aurait déterminé le Cameroun à s'orienter vers la démocratisation, le retour au multipartisme, j'ai l'occasion de dire qu'effectivement, là, on ne peut pas faire une querelle au président Biya par rapport à ça, parce que déjà, il y a ce congrès extraordinaire où il prend donc la présidence du parti. Vous savez qu'après le petit flottement qu'il y a eu entre le président sortant, l'ancien président Ahidjo et lui-même, il y a eu donc que le président Biya prend la présidence du parti ce mois de septembre 1983 et annonce donc qu'il va falloir un parti véritablement, un fonctionnement véritablement démocratique. Donc, on peut donc dire, pour résumer la réponse sur cette question, que 1985, à Bamenda, la naissance du RDPC est l'annonce d'un mouvement vers la démocratisation de la vie politique camerounaise. Les changements des noms dans la tradition politique se font généralement pour marquer la différence entre le nouveau leader, parfois tout le nouveau leader, sans qu'il y ait changement fondamental de doctrine, de vision des choses, mais sur des aspects périphériques, on peut estimer qu'effectivement, comme ça s'est fait ailleurs, ce que nous avons vu le RPR de Chirac devenir l'UMP, devenir la République, etc. Bon, chaque fois, pour quel motif? Ben oui, parce qu'effectivement, c'est des nouveaux départs. Parce que c'est résoudre des difficultés d'un moment, c'est permettre aux gens de penser, de cesser de voir les choses comme ils l'ont toujours vu dans le passé, rompre avec l'habitude. Le changement de nom, est-ce qu'il correspond nécessairement à un changement idéologique? On peut dire, je l'ai déjà dit, concernant l'introduction dans l'appellation du parti, l'introduction du qualificatif démocratique, rassemblement démocratique du peuple camerounais.
par rapport à l'Union nationale camerounaise, qui se justifiait aussi. L'Union nationale camerounaise, nous sommes au départ. Ahidjo, on sait que son leitmotiv, c'était l'unité, l'unité, l'unité. Et c'est l'unité, l'union. Et oui, vous savez, les partis étaient nombreux. À Salé, Sopo-Priso, du côté anglophone, le KNDP, il y avait de nombreux partis qui vont fusionner en 61. Et l'union, on ne peut pas dire qu'à cette époque-là, les dirigeants, Ahidjo et toute son équipe, n'aient pas eu raison d'insister sur l'unité, l'union. Effectivement, lorsque Paul Biya prend les rênes du pouvoir, du parti, puisque nous parlons que du parti, eh bien, qu'est-ce qu'il va introduire comme concept nouveau, dont on ne parle pas beaucoup? Il va parler de l'intégration nationale. Passer des préoccupations de l'unité aux préoccupations de l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? C'est-à-dire la fusion des cœurs, c'est rompre avec les répriments identitaires, n'est-ce pas? Bon, et faire en sorte qu'effectivement, la nation, la marche vers la nation, d'abord, pour le libéralisme communautaire, l'apothéose de la nation, il y a un chapitre comme ça. C'est l'orientation prolongeant la phase de la revendication de l'unité et de l'union nationale, le prolongement de cette étape dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais se fait à travers une volonté d'intégration et qui se manifeste déjà à travers les mariages, parce que ce sera ça fondamentalement, les unions de nos enfants, de nos petits-enfants sont de plus en plus nombreux, interethniques. Et c'est cela le ciment de l'intégration nationale. Parce qu'effectivement, nous aurons des familles de plus en plus où les gens ne chercheront pas à s'identifier par rapport à telle ou telle ethnie. Ils sont camerounais. Un point, c'est tout. J'en profite pour dire une chose concernant les langues étrangères qui ont laissé l'impression de venir nous définir de nouvelles ethnies. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle l'anglophonie. Il n'y a pas une ethnie nouvelle qui s'appelle la francophonie. Ce sont des instruments de communication, les langues. Par contre, il y a quoi? Il y a Bamileke ici et là. Il y a 19 villages Bamileke au nord-ouest. J'ai reçu ici, dans ce bureau, le chef d'une D de Bangante, enfin Bangante du nord-ouest. Ici, dans ce bureau où vous vous trouvez. Bon, c'est je ne vais pas insister, hein. Prenons du côté du littoral, les Bakwiri, regardez ce que le nouveau Premier ministre Dion Ngouté a fait récemment. Bon, il est à l'aise partout, il est à l'aise dans sa zone Sawa. Effectivement. C'est ça, le Cameroun. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français. Alors, ce RDPC qui naît donc en 85, fonctionne tant bien que mal avant en 90, en organisant les grandes élections en 86. Je me souviens que j'ai été moi-même invité à aller avec le ministre Babalé, organiser les élections des organes de base en France, 86. Bon, c'est la mise en place des organes. Mais le moment décisif va être, enfin, l'un des moments décisifs, les premiers, en 90. 90, avec ce qui s'est passé le 26 mai à Bamenda, 90, des morts pour la revendication du multipartisme. Nous sommes en plein dans la revendication donc, du retour au multipartisme. Et c'est un moment très important pour le RDPC qui doit se déterminer. À l'intérieur du RDPC, bon, certains sont-ils plus nombreux qu'on le dit? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que les mouvements dans les rues, les marches pour s'opposer au retour au multipartisme sont dans les archives, sont dans les vidéos qu'on peut encore consulter. C'est un moment très difficile à l'intérieur du parti, mais c'est le moment où le congrès de juin 90
va amener le président, toute réflexion faite. Mais fallait-il dire qu'il a réfléchi, comme je viens de le dire sur la question de départ, hein, n'est-ce pas, qu'il avait déjà inscrit la démocratisation dans sa vision des choses. Donc le président va surprendre tout le monde lorsque, au cours de ce congrès, il sort cette formule que tout le monde a retenue. Il va falloir se préparer à affronter une éventuelle concurrence. Mais oui, mais voilà, tout la salle applaudit. Là, j'étais là, c'est quand même incroyable. Même ceux qui ont marché contre le DPC, tout le monde a applaudi. Enthousiasme. Et alors, vraiment, pour votre humble serviteur que je suis, je vais avoir le 11 juillet de la même année à être appelé pour prendre le secrétariat du comité central et à engager la préparation du terrain pour l'arrivée des nouveaux partis et amener ceux qui étaient habitués au jeu très facile du parti unique, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de contrariété, les amener à comprendre ce que ça allait impliquer comme changement de tactique, de méthode de travail dans le parti, s'organiser à préparer les débats. C'est pas la bagarre. Les autres vont venir, c'est sur le plan des idées qu'il va falloir se battre. C'est pas au coup de poing, n'est-ce pas, ni aux insultes, etc. J'ai fait une tournée à l'époque des 7 provinces. C'était pas encore les 10. Peut-être que c'était des 10. Puis ma tournée a commencé, c'était déjà les 10. Ça a commencé par Marois à l'époque. Voilà. Donc c'est une tournée vraiment que je n'oublierai pas. Voilà un des moments importants de la vie du parti, la détermination, le choix décisif, qui était déjà annoncé en 83, mais d'aller au retour, résolument au retour vers le multipartisme. Et ça va se concrétiser très rapidement. La mise en place d'une commission pour préparer la charte des libertés, et cette charte des libertés qui sera transformée en loi et présentée à la session parlementaire du mois de novembre ou décembre de cette même année 90. Et janvier 91, le premier parti avec le défunt Dikabé Toté, l'UPC revient, est le tout premier, et c'était normal. Il fallait ça. L'UPC qui a combattu, parmi d'autres, n'est-ce pas? Mais c'est le premier qui reçoit de nouveau son autorisation à fonctionner. Voilà. C'est vraiment une année 90 très dense, très forte pour le RDPC. Et les années qui vont suivre, eh bien oui, le pli va être pris rapidement. Et les militants du RDPC vont comprendre que le jeu n'est pas si difficile que ça. Il va falloir préparer les premières élections législatives, celle de 92. Voilà. Et ça aussi, c'est un moment important. C'est un moment important parce qu'effectivement, nous allons aux élections, mais on n'a pas la majorité. Le RDPC en tête, c'est vrai, mais 88 voix. C'est là, comme tout le monde s'en souvient, qu'on fait recours à une alliance, d'abord avec Dakolé, qui avait 6 députés, et puis tout de suite après avec l'UPC, qui avait 18 députés. Voilà. Le RDPC, dans une coalition, comme ça se fait en démocratie et en pratique multipartisane, qu'on gouverne avec d'autres. Le RDPC a ainsi donc gouverné de 92 à 97. Il y a 5 années, et voilà. Voilà, vraiment, je crois que c'est des moments intenses. Lorsque, entre-temps, on évoquera les villes mortes, et oui, c'est un moment difficile. Vous m'avez demandé des moments difficiles. C'est un moment difficile pour le RDPC. En quel sens? Au sens que des militants l'ont senti dans leur chair. Il fallait se cacher à certains moments. Il ne fallait pas des militants RDPC qui étaient en tenue uniforme du RDPC, on les sortait de certains taxis. Et ils n'étaient pas les bienvenus. Et nous sommes encore là à un moment de transition, évidemment, qui va passer, effectivement. C'est un moment, je suis secrétaire général du comité central du RDPC, et ma foi, c'est des moments qui vous endurcissent, qui vous apprennent à fonctionner en tant que responsable. Et je ne le regrette pas.
Oui, cela étant dit, les moments d'agression, le moment de transition étant passé rapidement, le RDPC, qu'est-ce que vous voulez, est passé très rapidement à l'extension de sa couverture du territoire. Parce que les années que je viens d'évoquer, 86, 90, 91, 92, les organes du RDPC en termes de sections, sous-sections, etc., sections, collent à l'organisation administrative départementale. 49 départements, 49 sections du RDPC. Comment le RDPC s'adapte-t-il à la lutte, à la concurrence? Le RDPC, immédiatement, comprend qu'il faut multiplier le quadrillage du terrain. Et aujourd'hui, pour aller vite, le RDPC n'est plus départemental, il est au niveau municipal, des arrondissements. 360 arrondissements, 360 sections du RDPC. Et qui suppose quoi à la base? Des cellules, des comités de base, des sous-sections, sections. Avec des responsables élus. J'ai participé une fois encore, bon, cette fois-ci on m'a encore envoyé en Europe, au dernier renouvellement des bureaux des organes de base. Figurez-vous que si on ne prend que les responsables seulement, responsables de bureaux de cellules, responsables de bureaux de comités de base, de section, mais c'est des millions de responsables RDPC qui sont donc prêts à faire face, même si des militants eux-mêmes ne répondent pas le jour des élections, au moins des bureaux, même si on enlève de ces effectifs des responsables des bureaux, des cellules, rien que les cellules, hein, puisque chaque bureau a 15 membres. Rien que les bureaux des cellules font 4 millions de personnes. Les dernières élections comptaient combien de... Il y avait la liste des électeurs, c'était combien? 6 millions et des poussières. Bon, j'évoque ça. Je réponds toujours à votre question. Comment le RDPC s'organise pour combattre? C'est la couverture du terrain, l'organisation, la présence. Parce que dans tout ce que je viens de dire, vous retirez du RDPC des morts, des malades, des défaillants, vous trouverez toujours une présence RDPC au front, au moment électoral, un peu partout. Donc, effectivement, il a cela, pour terminer la réponse sur ce point, le RDPC a cela comme avantage par rapport aux nouveaux partis, même des anciens comme l'UPC. Il faut se dire que le jour des élections aussi, il faut se faire représenter dans tous les bureaux de vote. Le parti qui est présent dans tous les arrondissements a plus de chances d'avoir son représentant dans le bureau de vote. Voilà, je réponds toujours à votre question, comment le RDPC s'arrange. Il est sérieux avec ça, parce qu'il se dit, bon, moi j'ai mon monde, hein, il suffit de passer les ordres et les gens vont tout de suite bouger. Et qui ne demande pas l'argent, là, tout de suite. Parce qu'il y a ça aussi. Là où les nouveaux partis doivent trouver des moyens, etc., là où ils n'ont pas de représentation, il faut qu'ils paient l'hôtel pour les gens. Or que le RDPC compte sur les gens qui vivent sur place. Voilà. Merci pour cette question. Elle permet de dire que les évolutions mentales, de culture, sont lentes parfois. Je suis allé aux élections de 92, législatives, je voulais être député alors que j'étais aux côtés du président. Et j'étais secrétaire général du parti, je ne cherchais pas un emploi. Mais ma culture politique, ma compréhension du fonctionnement de la politique voulait que, en tant que secrétaire général, aussi, les gens disent parfois de l'armée, parlant des armées, que le général ne reste pas au bureau et envoie les soldats sur le terrain. C'est dans cet esprit que je me suis dit, il faut y aller, surtout que
les gens étaient habitués à considérer l'Assemblée nationale comme une sorte de réservoir d'hommes politiques de deuxième catégorie. Il fallait changer ça. Et c'est pourquoi j'étais heureux. Je ne le savais pas. C'est après que je saurais que dans la Sanaga maritime, mon défunt collègue à l'époque, il vivait, Bouy Joseph, aussi, ce ministre de l'Éducation en poste, va aux élections pour être député. Imaginez, vous ne pouvez pas imaginer, vous êtes jeune, mais les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, qu'est-ce qu'ils vont faire là, quel poste? Moi, on m'a dit, mais pourquoi je ne laisse pas les gens aussi dans le cas me profiter de cette possibilité? Mais il ne s'agissait pas d'aller disputer une place à quelqu'un, mais il s'agissait de montrer dans la vie politique, et je l'ai écrit dans Député la Nation, qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Et les démocrates, ce sont ceux-là qui entrent dans la lutte démocratique. Lutte entre guillemets, c'est pas la bagarre, n'est-ce pas? Mais la lutte politique, qui dit, bon, on y va. C'est ça. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Et je la termine en disant, la défaite que j'ai subie résultait d'une incompréhension par rapport à tout ce que je viens de dire. Et tout le monde a compris par la suite que ça venait de mes propres rangs, de mon propre parti. C'est pourquoi je suis retourné en 97, où ces choses se sont passées vraiment comme il fallait. Et les gens dans le CAM n'avaient pas compris ce qui s'était passé en 92. Et j'ai fait un mandat plein, j'ai fait mes 5 années de député, qui ont ajouté ainsi à une expérience que je ne regrette pas d'avoir faite. Voilà. La vision du président Biya a-t-elle reçu l'adhésion du peuple camerounais? C'est l'occasion de faire référence à un aspect de la vie politique, de militantisme, la lecture de tout ce qui s'écrit en dehors des conférences, des déclarations. Pour le libéralisme communautaire, qui l'a lu? Qui l'a lu? Y a-t-il tout là-dedans? Le peuple camerounais a-t-il porté une adhésion nette à la vision des choses du président Biya? Rigueur et moralisation. Au moins ça, on n'avait pas besoin d'aller lire le livre. Ça a été claironné plusieurs fois. Mais qu'est-ce que ça a donné? Tout le monde sait ce que ça donne en termes de gâchis, en condamnation devant les tribunaux. Je n'entre pas dans plus de détails que ça, mais ouais, je crois que c'est un des aspects les plus visibles, n'est-ce pas, du fait que la vision des choses, par rapport à cet aspect, cette dimension éthique, n'a pas été du tout comprise. En tout cas, ça a raté, je le dis, ça a raté. Ça a raté parce qu'il y a beaucoup de prisonniers.